Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle webconférence de la communauté open source Casup. Aujourd'hui, nous allons parler RGPD, LTS 6.7 et nous allons vous présenter deux extensions du produit Casup, Blog et Offre Stage Emploi. Pour réaliser cette présentation, aujourd'hui, nous serons trois animateurs. Alice Arc, responsable du produit Casup, Aurélia Bouige, chef de projet chez Cosmos, et moi-même, Camille Lebugle, donc responsable de l'animation de la communauté open source Casup. Comme d'habitude, cette présentation va durer environ 1 heure, avec à peu près 45 minutes de présentation. Suivront par la suite 10 minutes pour échanger entre nous et répondre à vos questions. Pour poser vos questions, vous allez trouver sur la droite de votre écran un chat où vous allez donc pouvoir poser vos questions, nous y répondrons. Ça nous permettra donc d'interagir avec vous. N'hésitez vraiment pas au cours de la présentation à poser des questions au fil de l'eau sur les différentes thématiques donc, que nous allons vous présenter. Nous ferons une synthèse à la fin de la présentation donc, des différentes questions. De plus, cette webconférence est enregistrée et sera rediffusée sur le site communautaire. Je vous enverrai un lien vers le replay de la webconférence donc, dans les jours à venir. Cette webconférence s'inscrit donc dans le cadre de la communauté open source Casup. Cette communauté a pour but de fédérer les utilisateurs entre eux et d'essayer de mettre en place des échanges entre utilisateurs et éditeurs, donc Cosmos, de la solution Casup. Le but est d'essayer de tirer le produit dans le bon sens pour qu'il corresponde au mieux à vos besoins métiers. Une des actions que vous avez en tant que membre de la communauté open source Casup est de prioriser les demandes venant justement de la communauté. Vous allez pouvoir retrouver sur notre solution de ticketing Jira un tableau de bord donc, que vous allez pouvoir trouver via le lien qui est ici. Donc en arrivant sur Jira, vous allez avoir un tableau de bord. Sur ce tableau de bord, vous allez retrouver les différentes demandes créées par la communauté et l'action que vous pouvez mener est de prioriser justement ces différents tickets pour montrer donc qu'ils vous intéressent et donc qu'ils ont de l'importance. Pour pouvoir prioriser un ticket, il faut donc aller dessus et vous allez pouvoir trouver sur la droite un bouton vote pour voter sur la demande. Plus les demandes auront de vote, plus nous allons les prendre en compte dans la décision donc, de la roadmap Casup et dans les futurs développements qui seront réalisés. Donc ça, c'est une action qui est importante. Donc comme saisir des tickets pour vos besoins d'évolution ou des remarques que vous avez sur le produit, c'est une action importante car nous, ça nous montre quels sont vos besoins en tant qu'utilisateur et derrière, donc de prioriser cette backlog-là pour nous montrer que les tickets ont de l'importance et touchent donc plusieurs clients utilisateurs de Casup. Donc ça, c'était le petit focus sur la communauté open source. Donc si jamais vous avez des questions sur cette communauté, n'hésitez pas à me contacter donc, directement par mail. Donc aujourd'hui, nous allons parler de différentes choses. Nous allons d'abord vous présenter des actualités autour du produit Casup. Suivront par la suite une présentation des extensions Blog et Offre Stage Emploi. Et nous finirons par discuter donc RGPD depuis la mise en place donc, de cette norme-là. Pour commencer, nous avons donc plusieurs nouveautés, nous avons plusieurs mises en ligne. Deux projets donc, ont mis en ligne sur une version 6.6 du produit Casup. Le premier, UTT, donc les universités technologiques de Troyes, donc a mis en ligne le site, leur site institutionnel et les différents sites donc, liés à l'université. Et nous avons aussi la première mise en ligne de la migration donc 6.6 d'un projet qui était sur la LTS 6.2 et qui a migré en 6.6, donc qui est l'ICP, l'Institut catholique de Paris. Donc je vous donne les liens sur cette présentation-là. Donc pour l'ICP, par exemple, la migration était une migration ISO-fonctionnelle, donc avec le même template, le même front que la 6.2, pour lequel nous avons intégré par la suite donc, les nouveautés de la 6.6, comme par exemple le moteur de recherche à facettes, avec donc les facettes donc en remplacement de l'ancien moteur que l'on retrouvait sur la 6.2. Donc ça c'est le changement front que nous voyons de plus marquant suite au passage de la 6.2 à la 6.6. Depuis la dernière webconférence, nous avons aussi publié la version 6.6 LTS dans une version stable.
car la dernière fois que nous nous étions vus, nous vous parlions de cette version, mais en bêta. Donc là, elle est bien dans une version stable. Je ne vais pas refaire une présentation exhaustive donc des différentes fonctionnalités de cette version. Je vous laisse aller regarder donc les détails qui se trouvent sur notre site casub.org. Vous allez retrouver donc toutes les informations et toutes les fonctionnalités de cette version 6.6. De plus, vous pouvez regarder les vidéos des présentations passées où l'on détaillait les différentes fonctionnalités dans le menu web conférence du site casub.org. Donc voilà, donc je vous laisse aller sur notre site casub.org pour retrouver toutes ces informations-là. Depuis la dernière webconférence, nous avons aussi publié notre nouveau site de documentation dont l'URL est ici, docs.casub.org, donc docs avec un S. Sur cette plateforme-là, vous allez pouvoir retrouver de nombreuses informations donc liées à l'utilisation, à l'installation et au développement donc sur Casub. Donc nous avons revu sur cette plateforme le template du site, donc avec une séparation des contenus dès la page d'accueil pour comment utiliser, installer, exploiter, développer ou maintenir l'application Casub. Donc il y a différents articles, vous allez retrouver donc de nombreux articles sur la présentation de Casub. Donc des articles détaillés avec des captures d'écran et ainsi de suite. Et chose que vous allez pouvoir faire, c'est que sur certains articles, vous allez pouvoir commenter en fait le contenu. Donc commenter pour ajouter des informations car vous trouvez qu'il manquait un détail ou pour poser des questions. Donc le but c'est que cette documentation soit dynamique et qu'elle corresponde donc au mieux aux besoins que vous avez et à Casub. Donc n'hésitez pas quand vous avez une question sur l'utilisation de Casub à aller d'abord voir sur cette documentation. Sur cette documentation, sur cette plateforme, on va pouvoir retrouver deux types de contenus. On va pouvoir retrouver donc des articles par lesquels on va accéder via le menu principal et aussi des guides thématiques. Donc les guides thématiques sont des guides qui sont réalisés par Cosmos sur des sujets généraux. Donc aujourd'hui nous avons publié deux, un sur le référencement naturel, donc SEO, et un sur le RGPD. Et sur ces guides-là, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre d'informations sur le thème en question. Donc typiquement sur le référencement naturel, vous allez pouvoir trouver de nombreuses informations sur comment optimiser la contribution sur votre site ou la configuration de votre site pour être le plus optimum sur le référencement naturel. Donc voilà, donc ces deux guides référencement naturel et RGPD sont aujourd'hui publiés. Ils sont disponibles en accès restreint, ça veut dire qu'il faut faire partie de la communauté, il faut être membre de la communauté open source Casub pour pouvoir accéder à ces guides. Donc écoutez, si ce n'est pas le cas, passez par moi pour que je vous crée votre compte. Et au fur et à mesure, peut-être que nous en publierons de nouveau afin d'apporter des informations complémentaires sur Casub. Donc voilà, donc ça c'est pour notre nouvelle plateforme de documentation. Hop. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller voir cette plateforme-là lorsque vous avez des questions sur l'utilisation de Casub. Aujourd'hui, cette plateforme, la documentation qui est publiée est valide pour la version 6.6. Nous allons faire une évolution donc du site de documentation pour pouvoir naviguer en fait par version. On pourra comme ça choisir la documentation qui est propre à la version, sachant que la documentation donc partira à partir de la version 6.6 de Casub. Donc voilà, donc plus tard on pourra changer de version pour filtrer sur la version qui nous intéresse. Puis la dernière fois aussi, et la publication donc de la version 6.6, nous avons continué les développements et nous sommes aujourd'hui en cours de développement d'une version qui est donc la suivante, la 6.7. Il faut noter que cette version-là sera aussi une version qui sera estampillée LTS. Donc ça veut dire qu'il y aura un support long terme, donc d'au moins 3 ans sur cette version-là. Elle est vraiment dans la continuité de la 6.6 et en fait le but est de vous faire passer sur cette version-là à 6.7 qui sera en gros la version finale LTS.
Les impacts de migration seront restreints, seront limités entre le passage de la 6.6 et la 6.7. Donc vraiment les développements qui sont en cours sont faits de telle manière qu'il y ait le moins possible de migration et donc que le coût de migration soit le plus minime pour passer de la 6.6 à la 6.7. Ce chantier-là comporte 3 grosses briques. La première, très importante, est la refonte des URL. Donc nous sommes en train de refondre les URL. Donc c'est vraiment une continuité en fait du chantier SEO que nous avions amorcé avec la 6.6, où il y avait déjà des évolutions qui avaient été apportées, comme par exemple l'introduction de micro-formats. Là, nous passons sur la refonte de la gestion donc des URL dans Casup. Donc le but est d'avoir un nouveau format d'URL qui soit le plus propre possible, donc avec pas d'identifiant, donc comme nous avons aujourd'hui les .kjsp, pas d'extension, avec le nombre, en limitant le nombre de paramètres. Donc voilà, d'avoir des URL qui soient le plus propre possible, car en SEO, cela est important pour le calcul du poids des pages dans les moteurs d'indexation. Nous allons mettre en place de plus un écran qui va vous permettre de saisir des URL courtes. Donc, c'est-à-dire de pouvoir sur un contenu dire bah tiens, moi ce contenu-là, j'aimerais bien bénéficier d'une URL qui soit plus marchande, plus courte, donc avec une URL particulière, par exemple pour un événement particulier ou pour une fiche annuaire pour par exemple une carte de visite ou ainsi de suite. Donc il y aura un écran d'administration qui vous permettra de mettre en place cette URL courte et de gérer donc une redirection vers le contenu dédié. Vous allez de plus, donc en termes de personnalisation, vous allez pouvoir personnaliser chaque URL. Donc par défaut, nous allons proposer une URL qui sera comme aujourd'hui calculée à partir du libellé de la fiche, mais vous allez pouvoir modifier, en fait, vous déphaser et modifier l'URL calculée de manière automatique. Donc la dernière portion de l'URL sera personnalisable par vous pour avoir une URL qui vous correspond plus ou qui vous permettra à vos yeux d'être plus parlante. Donc ça, ce sera possible de modifier les URL à la fois sur les fiches, donc sur le contenu, mais aussi sur les rubriques, donc sur les URL de rubriques. De plus, un chantier qui est important, ça va être de gérer les redirections. Donc quand vous allez modifier une fiche, modifier justement son URL, parce que la fiche va avoir évolué, vous avez changé son titre ou vous voulez changer son URL, nous allons mettre en place au sein de Casup une gestion des redirections. Donc l'ancienne URL sera toujours présente et redirigera, donc via un code 300, 301 ou 302, vers cette nouvelle URL que vous venez de mettre en place. Donc nous allons avoir une continuité de service des URL pour vous permettre de conserver les anciennes et qu'elles continuent de répondre et de rediriger vers la nouvelle URL. Donc je vous parlais de migration limitée. En effet, nous allons mettre en place un outil de migration automatique. Donc ce sera un script qui sera exécuté au démarrage du premier démarrage en fait de la version 6.7 sur votre projet et qui migrera automatiquement les URL que vous aviez dans les versions inférieures pour les mettre dans la nouvelle mouture, donc 6.7. Donc voilà, donc ça ce sera une migration automatique. De plus, donc voilà, si jamais vous avez des questions sur ce chantier URL, n'hésitez pas à en poser, on y répondra à la fin de la présentation. De plus, cette version 6.7 va embarquer 2 grosses évolutions encore, qui va être donc la mise en place d'un outil de crop et de redimensionnement donc des images au sein de Casup. Donc quand vous allez saisir des images pour qu'elles soient dans une fiche ou dans la médiathèque, vous aurez un outil de crop qui va vous permettre de faire une sélection sur votre image et de redimensionner donc l'image après par la suite pour pouvoir lui donner un poids un peu différent, une taille un peu différente. Donc ça va être un nouvel écran qui va être qui sera disponible dans cette version-là et qui vous permettra lors de l'insertion donc d'une image dans un contenu de pouvoir la redimensionner. Et on verra ça par la suite. La dernière évolution est une évolution liée au RGPD. Donc Alice vous présentera ce sujet-là à la fin de la webconférence. Mais donc nous allons intégrer dans la version 6.7 toutes les évolutions qui sont liées, toutes les modifications que nous devons apporter au produit Casup pour répondre et pour être conforme donc au RGPD. Donc je laisserai Alice détailler tout ça à la fin de la présentation. Nous sommes donc en cours de développement de cette version-là. Le but est de pouvoir mettre à disposition donc cette version dans une version stable, donc avant la fin 2018. Voilà.
Donc là, nous sommes en cours de développement, et bien nous vous donnerons donc au cours des prochaines webconférences plus de détails donc sur cette version-là. Je pense qu'il y aura une webconférence à la rentrée avec une présentation un peu plus détaillée et d'ailleurs une présentation, je pense, des écrans lors de la prochaine webconférence. Donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions au sujet de cette version-là. Nous allons donc passer à la suite de la présentation et je vais laisser la main donc à Aurélia Bouige qui va vous présenter donc les deux extensions blog et offre stage emploi. Merci Camille. Maintenant, je vais vous présenter l'extension blog et l'extension offre de stage emploi. Donc, l'extension blog, c'est une extension Casup que vous pouvez ajouter à votre projet avec un petit peu de personnalisation. Alors, l'extension blog, les atouts de cette extension, c'est que ça va vous permettre de dynamiser vos réseaux de contributeurs, de valoriser les compétences de vos équipes de recherche et d'enseignants et de déployer un nouveau blog en quelques minutes seulement, puisque les contributeurs peuvent même déployer eux-mêmes leur blog. Les fonctionnalités clés de l'extension vont avoir deux types de fiches, les blogs et les billets de blog. Et vous allez également avoir la possibilité d'activer les plugins commentaires sur vos billets de blog pour laisser la possibilité aux utilisateurs de poster des commentaires. Évidemment, vous avez des formulaires de saisie en front office pour les blogs et les billets de blog et évidemment les commentaires. Et une présentation adaptée à l'usage du blog avec plein de fonctionnalités qu'on va découvrir ensemble. Donc voici une démonstration donc, de l'extension blog sur un front office de démonstration qui nous a été prêté donc, par l'ICP pour que vous puissiez voir une intégration projet d'un blog. Donc là, vous allez retrouver votre blog, donc le blog d'un enseignant-chercheur, d'un personnel. Sur ce blog, il va pouvoir ajouter des billets de blog. Donc là, on voit les différents billets qui ont été postés. Et il a la possibilité ici d'ajouter un billet à ce blog directement en front office. À chaque fois qu'il va rajouter un billet de blog, donc il va venir s'ajouter ici. Et on va avoir la possibilité aussi d'avoir un système de tag. Donc l'utilisateur va pouvoir taguer ses contenus. Au clic, on pourra arriver sur la liste des articles, donc des billets de blog qui ont cette thématique. Et ça va générer également automatiquement un nuage de tags qu'on va retrouver ici sur le côté. Plus le tag aura été utilisé dans les billets de blog, plus il va grossir donc pour indiquer son importance au sein du blog. Donc là, on va aller découvrir un billet de blog, ici. Donc on retrouve l'auteur, la date de création et puis on a des champs donc, de description. Et on a également une zone ensuite pour aller poster des commentaires. Donc là, les commentaires, ça dépend des paramétrages évidemment que vous avez configurés. Mais potentiellement, vous pouvez déterminer que tous les utilisateurs peuvent poster des commentaires. On retrouve le workflow habituel de Casup. Donc, en front office, on a une saisie simplifiée, comme d'habitude, qui permet à tout le monde de pouvoir poster un commentaire. Donc là, je vais abandonner ma modification. Et pour poster donc, un commentaire, on peut saisir son nom, l'URL de son site si on a un site perso et son texte. Je valide. Donc là, moi, j'ai les droits de publier mon commentaire. Donc il est automatiquement publié ici sur le billet de blog. Alors, comme toutes les fiches Casup, évidemment, vous pouvez aussi réaliser des listes de blogs et de billets de blog afin de valoriser les activités de vos enseignants ou de vos personnels sur vos sites. Si on prend donc un blog ici,
Je vais vous montrer en saisie front office. Donc voilà, c'est très simple à paramétrer. On va passer au back office. Donc voilà le formulaire. Si vous souhaitez mettre à disposition un blog pour une personne, vous allez pouvoir remplir les éléments suivants. Et vous allez pouvoir paramétrer l'archivage, donc aucun archivage annuel ou mensuel de vos billets de blog. Vous avez également un bandeau qui va vous permettre de personnaliser graphiquement votre blog. Puis dans l'onglet informations complémentaires, vous allez retrouver tous les billets de blog qui ont été rattachés à ce blog, qui ont été créés en front office. Et vous allez pouvoir les administrer également depuis cet onglet. Pour résumer sur l'extension, on a donc la possibilité de créer des blogs en back-office ou en front office. Donc on va pouvoir créer des blogs par thématique, on va pouvoir paramétrer l'archivage, on va pouvoir choisir un visuel pour personnaliser le blog qu'on va intégrer à la charte graphique du site évidemment. On va pouvoir lister les billets en les affichant dans le front, donc dans l'encart informations complémentaires. Et on va également pouvoir insérer des listes pour créer des listes de blogs, éventuellement par thématique ou par rubrique. Après, voilà, ça reste une fiche Casup. Et on va pouvoir faire des listes de billets de blog aussi, éventuellement par date de mise en ligne, pourquoi pas, pour valoriser donc l'activité des enseignants, par exemple. La saisie de billets de blog en front office, donc c'est également offrir à vos contributeurs une contribution simplifiée avec un aperçu disponible et vous allez pouvoir réutiliser le workflow natif de Casup pour valider les contenus. Donc voilà, c'est vous qui choisissez si ils doivent valider leur contenu, s'ils peuvent automatiquement publier sur le site. Donc les opérations sont automatisées, on ajoute son billet de blog dans le blog courant et les commentaires, pareil, vous choisissez de les activer ou non pour permettre aux utilisateurs de réagir aux billets de blog publiés. Donc les blogs, ça va vous permettre de mettre en avant des informations clés. Donc vous avez les encarts de présentation du blog, vous pouvez lister les derniers billets. Vous avez également la possibilité de créer des rebonds vers d'autres contenus avec le nuage de tags qui est généré dynamiquement. Vous avez les thématiques, donc les mêmes que dans vos actualités, vos articles qui sont disponibles. Et vous pouvez consulter des archives si vous le souhaitez, si vous l'avez paramétré en tout cas, des derniers billets de blog. En contribution, vous pouvez ajouter un lien d'ajout. Vous en avez un d'office, un lien d'ajout de billets. Vous pouvez en ajouter avec les tags de contribution également. Et vous pouvez activer donc les commentaires sur les billets. Donc si cette extension vous intéresse, elle peut être installée facilement sur votre projet. Donc vous pouvez nous contacter pour qu'on voit comment organiser ça. Voilà, maintenant on va passer à l'extension offre de stage emploi. Alors, l'extension offre de stage emploi. Donc là, c'est une extension qui est généralement installée dans Casup. Donc du coup, vous devez déjà l'avoir sur votre projet. Et si ce n'est pas le cas, c'est possible de l'ajouter. Donc offre de stage emploi, ça va vous permettre de diffuser toutes vos offres de stage d'emploi depuis Casup. Donc vous pouvez décider d'activer la réponse en ligne avec le dépôt de CV et de lettre de motivation, mais vous pouvez également ouvrir la contribution à vos partenaires. Donc grâce à la saisie front office, qui peut être anonymisée ou soumise à la création de compte, vous pouvez leur proposer de déposer des offres de stage et d'emploi à destination de vos étudiants. La consultation, elle est facilitée grâce aux listes de fiches et aux facettes de recherche. Donc évidemment, pour ceux qui seraient en version 6.6, vous avez des
des facettes pour retrouver vos différentes offres de stage emploi et vos types de stage et vos types d'emploi et vos types de job. Alors maintenant, je vous propose de découvrir un petit peu cette extension stage. Donc du coup là, cette fois, on a un front office de démonstration pour cette fiche stage emploi du CHU de Nantes. Donc il nous a prêté son front pour vous montrer l'intégration qu'ils ont réalisée sur ces fiches. Donc la fiche stage emploi, elle va vous permettre de présenter les différentes informations liées à une offre de stage ou d'emploi. Donc on va retrouver les champs mission, date de début, durée, la date limite de réponse qui peut être paramétrable, donc pour permettre de désactiver la réponse en ligne, les prérequis pour cette offre d'emploi ou de stage, la présentation de l'organisme, le mail de contact, le site internet ou le lien de l'offre sur un site et des informations complémentaires. Donc là, lorsque la réponse automatique est activée, vous avez la possibilité de répondre à cette offre en ligne. Donc voilà, là, j'indique mes informations, nom, prénom, adresse, téléphone, email. Je peux joindre mon CV et ma lettre de motivation et je valide. La candidature sera automatiquement envoyée à la personne qui est renseignée donc dans l'offre de stage emploi comme responsable d'offre. Donc en saisie front office, si vous souhaitez proposer aux entreprises de déposer des offres de stage ou d'emploi, donc il y a un formulaire simplifié assez complet. Donc on choisit le type d'offre qu'on souhaite publier. La rubrique évidemment va être verrouillée. Et vous avez donc la possibilité de saisir toutes les informations liées à votre offre de stage emploi, comme on a vu en front office juste avant. Vous avez la possibilité d'attacher des fichiers, d'ajouter des filières si les offres de stage concernent plutôt un domaine de formation ou une filière de l'établissement. Et donc, vous allez pouvoir déterminer ici la fameuse personne à contacter. Donc, c'est l'adresse mail qui figure ici qui recevra les réponses des candidats. Voilà. Et là, vous choisissez ou non d'activer la réponse par mail aux offres. Donc, voilà pour la saisie front office. En back office, on va retrouver le même formulaire. Voilà, donc les mêmes informations que ce qu'on a vu en front office. Après, dans l'intégration de votre projet, il est possible de ne pas afficher tous les champs. Donc ça dépend de ce que vous souhaitez et de l'usage que vous en avez, si c'est à destination de l'interne ou des entreprises ou des deux. Donc voilà, alors pour récapituler et puis aller un petit peu plus loin, on a plusieurs options qui sont disponibles pour cette extension. Donc on peut gérer le cycle de vie de l'offre de stage ou d'emploi. Donc le dépôt de candidature peut être limité dans le temps.
lorsqu'on peut choisir une date de fin pour le dépôt, le lien disparaît, on ne peut plus postuler. L'archivage ou la suppression est également possible après l'expiration de la date limite de réponse. Donc ça, c'est des choses à paramétrer. Le format des fichiers joints aussi peut être paramétré si on a peur que les entreprises déposent des choses trop lourdes, éventuellement, ou si c'est pas assez élevé, on peut paramétrer le poids. Le destinataire des candidatures. Donc les offres sont envoyées par mail à l'adresse qu'on renseigne dans la fiche. Mais elles peuvent aussi être envoyées en copie à une autre adresse. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses à paramétrer. Donc là, on a un exemple en ligne avec les offres d'emploi du CHU de Nantes. Donc on peut aller regarder rapidement. Hop, donc là, sur leur site cette fois, donc vous pourrez aller voir aussi, il y a des offres d'emploi qui ont été réalisées avec la fiche CASUP, donc par secteur d'activité. Donc c'est des listes de fiches, et là on retrouve voilà, des liens vers des offres d'emploi. Voilà pour un exemple de présentation en front sur un site. Donc voilà pour la fiche offre de stage emploi, donc une fiche que vous avez certainement d'installer sur votre site. Donc n'hésitez pas à l'utiliser ou en tout cas à regarder si elle est exploitable, et si vous n'avez pas l'extension, contactez-nous et on pourra voir comment l'installer sur votre projet. Voilà, donc je passe la main maintenant à Alice qui va vous parler du RGPD. Merci Aurélia pour cette présentation. Donc effectivement, avec la nouvelle réglementation RGPD, la réglementation européenne sur la protection des données personnelles, CASUP est concerné évidemment en tant que logiciel CMS et effectivement qui collecte des données personnelles. Donc nous vous accompagnons sur ce sujet-là. Donc je vais vous détailler ce que nous avons déjà mis en place et ce que nous allons faire sur la prochaine version de CASUP, la 6.7. Donc en préalable de cette nouvelle version qui va intégrer donc des améliorations et des nouvelles fonctionnalités pour vous accompagner et vous permettre d'appliquer cette réglementation, nous avons rédigé un guide thématique qui vous permet déjà de mettre en place les premières mesures pour appliquer la réglementation. Donc on va aller le parcourir. Donc, sachant que ce guide est réservé à nos clients. Donc pour pouvoir le consulter, vous devrez utiliser vos identifiants de la communauté, que vous utilisez également pour la déclaration de vos tickets dans Jira par exemple. Donc dans ce guide, on a fait déjà un petit rappel sur ce que c'est que cette nouvelle réglementation, en quoi elle amène des changements sur la gestion des données personnelles. Donc vous pourrez aller parcourir ces éléments-là. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, cette réglementation est très complète. Il y a beaucoup de concepts à appréhender, mais voilà, vous avez quelques principes qui sont rappelés ici, et notamment les rôles et responsabilités de chacun dans cette réglementation. Donc Cosmos, en tant qu'éditeur et en tant que prestataire pour vous, joue un rôle de sous-traitant. C'est-à-dire que nous ne sommes pas responsables du traitement des données personnelles, mais nous devons vous accompagner pour vous permettre d'appliquer cette réglementation. Donc on aborde notamment les concepts de finalité. En fait, dans cette réglementation-là, vous allez devoir cartographier tous les traitements que vous pouvez avoir sur des données personnelles. Et pour chacun de ces traitements-là, revoir si ils sont bien pertinents, s'ils sont bien adressés aux bonnes personnes, est-ce qu'ils ne collectent pas trop de données, est-ce qu'ils sont bien archivés quand les données personnelles ne sont plus utiles, est-ce qu'elles sont bien supprimées, etc. Donc
Pour chaque traitement, il va falloir se reposer toutes ces questions-là si vous souhaitez mettre en application la réglementation. Donc évidemment, il y a un inventaire à faire sur tout ce que vous avez déjà mis en place, et comme cette réglementation doit être appliquée dès maintenant, il faudra également envisager d'y penser de façon systématique pour toutes les nouvelles évolutions ou toutes les nouvelles applications que vous allez déployer. C'est ce qu'on appelle un peu le privacy by design, c'est-à-dire qu'on pense déjà à comment on va gérer les données personnelles dès la conception ou la définition d'un nouveau besoin, d'un nouveau cahier des charges. Pour que, en fait, après, ça se mette en place de façon régulière et systématique. Donc on rappelle aussi que il y a des particularités qui sont définies dans la réglementation sur les données sensibles. Donc c'est pas forcément le cas dans CASUP, vous n'avez pas forcément de données sensibles, mais ça peut être le cas selon les applications. Donc après, on vous renvoie sur les différents sites d'information sur cette réglementation-là. N'hésitez pas à aller consulter le site de la CNIL qui est très riche sur le sujet. Il fournit beaucoup de guides pour vous aider à mettre en place cette réglementation. Il fournit des modèles de documents, c'est vraiment très riche. Et récemment, il y a eu un pacte de conformité qui a été publié par le CSIR pour les universités et grandes écoles, donc il est très complet et n'hésitez pas à vous rapprocher de votre établissement pour pouvoir le récupérer. Donc ensuite, ça c'est vraiment la partie rappel un peu des généralités de la réglementation. Vous avez ensuite tout ce qui est spécifique à CASUP. Donc dans CASUP, pour CASUP, nous avons documenté en fait toutes les données personnelles qui peuvent y être enregistrées. Donc sachant que naturellement, comme vous avez beaucoup de zones de contenu libre dans CASUP, il peut y avoir des données personnelles qui sont dans ces zones de contenu libre et qui ne sont pas forcément connues à notre niveau en tout cas. Donc là, ça va être vraiment une question d'inventaire de votre côté ou au moins de communication auprès des contributeurs pour les sensibiliser au fait que s'ils renseignent des données personnelles, ils doivent, du coup, ça entraîne... ça a des conséquences sur la réglementation qui va être derrière. Donc, il faut le faire au bon endroit et pour les bonnes raisons. Donc, dans CASUP, vous avez quand même beaucoup de champs qui permettent d'enregistrer des données personnelles, de collecter. Donc, déjà, dans un premier temps, ce sont les données liées au compte utilisateur. Évidemment, quand vous êtes contributeur de CASUP, vous créez votre compte en ligne, enfin sur l'application, vous avez votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Donc, déjà, dans ce contexte-là, vous avez déjà stocké des données dans les comptes utilisateurs. Ces comptes utilisateurs qui servent également pour l'abonnement à la newsletter, par exemple, l'inscription en ligne. Donc, ça va concentrer beaucoup de personnes. Ça va concerner beaucoup de personnes, ces comptes utilisateurs. Ensuite, vous avez les données personnelles qui sont enregistrées, collectées dans les fiches annuaires. Donc, la fiche annuaire, la fiche étudiant, la fiche ancien étudiant. Donc ces annuaires en ligne, en fait, aujourd'hui, ils sont du coup soumis à la réglementation puisque vous allez publier des données personnelles sur votre site. Donc ça pose la question de qui a le droit de consulter ces données. Est-ce que la personne qui est dans l'annuaire a bien donné son consentement pour pouvoir avoir accès pour pouvoir publier ces informations-là, ou est-ce que ça fait l'objet d'une charte particulière que l'université a fait souscrire aux personnes. Donc toutes ces questions-là, après, vont être posées, mais finalement, CASUP étant le bout de la chaîne, puisque souvent les annuaires sont déjà enregistrés dans vos systèmes d'information. Donc vous avez la problématique sur toutes vos applications finalement dans le système d'information. CASUP est une application parmi les autres. En tout cas, donc dans ces articles-là, sur les données personnelles, on vous liste les différents champs de données personnelles qui sont présents dans ces fiches-là, et on vous donne également les informations techniques pour le cas où vous avez besoin d'aller extraire ces informations-là pour une raison particulière.
Donc vous avez toutes ces données-là qui sont renseignées. Donc on vous donne également l'emplacement des données liées au formulaire. Donc quand vous créez un formulaire dans Casup, vous pouvez créer des champs libres. Et du coup, si vous créez un champ nom, un champ prénom, un champ adresse mail, automatiquement, les gens vont renseigner leurs données personnelles et vous serez donc ce formulaire-là sera soumis à la réglementation RGPD. Les données de contact, donc dans les fiches actualités, dans les fiches formation, vous avez des champs qui sont dédiés à la mise en relation. Donc pour pouvoir contacter un responsable pédagogique, par exemple, vous pouvez être amené à mettre des coordonnées dans ces fiches-là. Donc on liste également ces champs-là. Les autres données, donc vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre. Il y a tout ce qui est candidature. Donc là, pour le coup, candidature de stage emploi. Donc il n'y a pas d'enregistrement dans l'application. C'est un envoi par mail, mais il s'agit quand même d'un traitement de données. L'envoi par mail est un traitement de données personnelles. Et les pièces jointes sont stockées temporairement sur les serveurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir pour que ça soit bien inventorié comme étant un traitement de données personnelles, puisque de façon temporaire, vous avez des CV, des lettres de motivation qui peuvent être déposées sur les serveurs. Les données d'inscription en ligne, les données liées à l'extension paiement en ligne, les données newsletter, sur les commentaires également, vous avez des données personnelles. Donc une fois qu'on a fait cet inventaire-là, on vous a également listé les traitements. Donc là, c'est vraiment notre analyse de Casup par rapport au RGPD et notre analyse des différents traitements de données personnelles qui peuvent être existants dans Casup, mais cette liste-là n'est pas forcément exhaustive et en fonction de votre contexte et de votre utilisation de l'application, votre registre de traitement que vous allez constituer pour le RGPD ne va pas forcément être le même, puisque là, peut-être vous aurez besoin de préciser certains traitements. Là, on a fait un regroupement, par exemple, pour tout ce qui est gestion de compte utilisateur. Dans votre situation, vous aurez peut-être besoin de séparer les différents traitements de la gestion de compte utilisateur pour donner des finalités différentes ou dire, pour ce cas de figure-là, on va mettre une durée de conservation différente. Enfin voilà, il y a tout un tas de critères qui vont entrer en compte pour définir votre registre de traitement. Nous, on vous fournit la liste des traitements qui sont connus dans Casup et qui sont, qui peuvent entraîner la collecte ou un traitement de données personnelles. C'est une base de travail pour vous pour constituer votre propre registre. Vous avez également, donc nous en fait ce qu'on vous conseille aussi c'est ce qu'il est possible de faire aujourd'hui en l'état sur la version actuelle de Casup dont vous disposez, que ce soit en 6.2 ou même en 6.6. Donc on vous conseille. Bon, évidemment c'est quelque chose qui est porté souvent, qui n'est pas que à votre niveau de Casup, hein. C'est quelque chose qui est traité au niveau des directions des systèmes d'information en général. Mais voilà, donc il faut s'organiser pour ce sujet-là. Donc sur Casup, il faut, ce que j'expliquais tout à l'heure, revalider que chacun de vos traitements a bien une finalité définie, que les durées de conservation sont bien gérées, etc. Donc c'est un article qui vous rappelle quelles sont les bonnes questions à se poser en fait. Vous pouvez déjà aujourd'hui ajouter toutes les mentions liées au consentement. Donc quand quelqu'un va remplir un formulaire, nous ce qu'on vous recommande de faire dès maintenant, c'est d'ajouter des mentions, de recueillir le consentement de la personne pour vous mettre en conformité. Donc ça, vous avez la possibilité de le faire en insérant tout simplement ces mentions-là autour du formulaire, ce qui permettra à la personne d'être informée sur le sujet. La même chose pour la newsletter. Donc la sécurité des traitements est un élément très important dans le RGPD également. Donc ça, on rappelle des règles de base. Les mots de passe, c'est très important d'avoir des mots de passe robustes, de les renouveler régulièrement. Donc ça, après, c'est soit, si ça peut être automatisé, c'est automatisé, mais d'une façon générale, ça peut être fait au moins de façon manuelle. Le HTTPS ce n'est plus un secret pour personne, il faut l'activer dans la mesure du possible sur tous vos sites. Donc après, voilà, on évoque un certain nombre de règles de sécurité qui sont vraiment des règles de base. On peut aller bien sûr beaucoup plus loin, mais il y a un certain nombre de choses simples qui peuvent déjà être appliquées
sans problème. Alors, ce qu'on évoque aussi, c'est le nettoyage des données. Souvent, le RGPD amène cette notion-là de durée de conservation. Aujourd'hui, on avait tendance à tout enregistrer, tout sauvegarder, sans forcément nettoyer les données. Sauf que tout ce qu'on sauvegarde, tout ce qu'on archive, peut contenir des données personnelles et on n'a pas de raison de conserver ces données-là. Donc c'est l'occasion de faire un peu un grand ménage de printemps, j'ai envie de dire, sur votre application. Est-ce que les fiches que vous avez archivées depuis 5 ans, vous en avez toujours besoin ? Voilà, c'est des questions à se poser. D'une façon, c'est le RGPD qui amène le sujet, mais d'une façon générale, ça peut être assez bénéfique aussi pour toute votre contribution en général. Donc voilà, ce petit guide sur le RGPD. On a donc plusieurs articles. On l'enrichira au fur et à mesure si on a des informations importantes à communiquer autour de cette thématique. Mais voilà, c'est déjà une bonne base. N'hésitez pas à aller le consulter. Vous pouvez également commenter dans les articles qui sont publiés pour poser des questions ou compléter des informations qui ne seraient pas suffisamment complètes sur l'article. Donc voilà pour le guide autour du RGPD. Je vous invite à aller le consulter en détail. On a également donc dans notre prochaine version, la version 6.7, intégré un certain nombre d'évolutions qui visent à justement vous aider à assurer la mise en conformité RGPD. Donc, dans ces évolutions-là, on va notamment gérer les mentions légales et tout ce qui est mesures liées au recueil du consentement des personnes. Donc, vous allez avoir sur la gestion des formulaires, vous allez avoir des nouveaux champs, des nouvelles propriétés qui vont permettre de gérer, d'activer en fait un champ de données personnelles. Vous allez pouvoir renseigner des mentions légales directement dans l'interface en back-office. Sur la newsletter, il y aura un écran intermédiaire pour recueillir le consentement de la personne. Donc ça va modifier légèrement le tag d'abonnement à la newsletter. Sur le traitement, donc sur les données obsolètes, on avait un certain nombre de choses qui étaient archivées dans Casup ou qui n'avaient pas de suppression. Donc on va mettre en place un certain nombre de traitements qui vont permettre d'archiver automatiquement des données qui peuvent potentiellement être personnelles. Donc ça concerne plusieurs fonctionnalités, l'inscription en ligne, l'import XML, je ne sais plus exactement les autres, mais voilà, il y en a un certain nombre. Donc ça, c'est vraiment pour appliquer le droit à l'oubli. Puisqu'en fait, dans le RGPD, tout simplement, les personnes ne sont pas obligées de demander à ce que leurs données soient supprimées. Il faut mettre en place ce principe de droit à l'oubli, c'est-à-dire qu'automatiquement, on va supprimer leurs données au bout d'un certain temps. Donc la CNIL fournit des durées de conservation, des durées de conservation en fonction des données qui sont stockées. On va également appliquer le principe de minimisation, c'est-à-dire qu'il y a des données personnelles qui étaient enregistrées, qui n'avaient pas forcément lieu d'être. C'est le cas par exemple de l'adresse IP quand vous renseignez un commentaire dans le blog par exemple. Jusqu'à présent, on enregistrait l'adresse IP de l'auteur, ce qui n'a pas forcément d'intérêt ni de fondement, donc cette information-là sera supprimée dans la prochaine version. On a également quelques mesures sur la sécurité, donc là ça va être surtout des choses qui étaient paramétrées par défaut de façon un petit peu trop souple et qu'on va mettre de façon plus restrictive par défaut. Donc c'est notamment sur les mots de passe qu'il faut renseigner et qui devront être robustes dans l'application. Et on travaille également sur la mise en place de nouveaux outils, donc sur la gestion des données personnelles. Donc là, ça c'est des choses qui sont encore en cours de cadrage, mais on envisage d'avoir des nouveaux écrans pour vous aider à retrouver, par exemple, si quelqu'un exerce son droit de suppression de ses données, de pouvoir le retrouver assez facilement dans l'interface. Donc voilà.
On réfléchit également à mettre en place par exemple un écran avec une charte d'utilisation du back-office pour vous permettre de sensibiliser vos contributeurs à l'utilisation du back-office et à ne pas exploiter les données en dehors de l'usage pour lequel elles ont été définies. Donc voilà, un certain nombre d'évolutions. Le calendrier, le détail de ces évolutions-là, vous pouvez finalement le consulter sur notre plateforme de tickets. Mais voilà, c'est enrichi au fur et à mesure, c'est quelque chose qui est assez vivant encore aujourd'hui. Un dernier point pour vous accompagner sur cette problématique RGPD, c'est tout ce qui est la gestion de la confidentialité et la traçabilité sur les accès à vos environnements dans le cadre des contrats de support ou de TMA dont vous disposez. Donc là, chaque responsable de contrat va revenir vers vous prochainement pour voir si on respecte correctement le RGPD pour les accès aux serveurs et si on peut améliorer des choses sur ces sujets-là. Voilà pour le RGPD. Merci Alice pour cette présentation sur le RGPD. La webconférence touche à sa fin. Donc nous allons entamer la séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez sur le chat. Nous y répondrons donc maintenant à l'oral. Sur tous les sujets que nous avons présentés. Je tenais à souligner que la présentation réalisée par Aurélia et par Alice sur les extensions et sur le RGPD, vous pouvez trouver toutes les informations sur nos différents sites, sur cassub.org pour la présentation des extensions et sur docs.cassub.org pour le guide sur le RGPD. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces différentes plateformes. Voilà, donc nous attendons maintenant vos différentes questions.